Les amis, j'espère que vous avez tous la forme. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, je tenais vraiment à m'excuser du temps que j'ai mis pour en refaire de nouvelles. C'est vrai qu'on a eu le déménagement, il y a eu beaucoup de choses. Donc voilà, ça y est, c'est reparti. On fait plein de sujets intéressants. Là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, intéresse tout le monde. On va parler du fameux cheat meal ou dit repas de triche. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo, je t'invite à la voir. Peut-être que le lien sera ici, là, là ou là, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je t'invite vraiment à voir cette vidéo. Je parle de la nécessité ou non de faire des cheat meals. Est-ce que c'est indispensable? Par contre, une chose super importante, nous sommes humains. De temps en temps, nous pouvons nous faire plaisir. Alors, je vais, dans un premier temps, répondre à quelques questions que j'ai pu recevoir de la part de ma communauté sur Instagram, de mes abonnés. Et ensuite, je vais vous proposer donc, de vous montrer en pratique et en réel ce que peut être un bon cheat meal. Et quand je dis bon cheat meal, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous apportera pas que de faux nutriments, de calories vides et inutiles, mais quelque chose qui peut être à la fois agréable, gustatif et intéressant du coup à manger. Alors pour ça, je prends mon portable du coup et je vais tout de suite prendre les questions que j'ai pu recevoir. Je vais vous les lire. Donc, on a la première question de Lorraine qui nous dit « Écart le soir, la veille d'une grosse séance matinale ou le soir après cette séance ?» Donc, en gros, je résume. Est-ce qu'on fait l'écart après avoir fait une bonne séance ou est-ce qu'on fait l'écart la veille d'en faire une? Donc, pour répondre à cette question, moi, de mon humble avis de préparateur, je préfère le placer post-séance et alors, dans l'idéal, après une séance, après la séance d'un point faible ou d'un gros groupe musculaire. Vraiment dans l'idéal. Après, tout cela ne reste que théorie. Est-ce qu'il est plus important de le faire après une séance ou sur un autre jour? Voilà, c'est pas forcément très important. Mais essayez de le placer après un gros groupe musculaire, ça peut peut-être rendre la chose intéressante. On n'a pas vraiment d'études qui ressortent de ça, mais voilà, ça ne reste que mon point de vue. Du coup, deuxième question, un écart calorique, donc c'est Jérémy qui nous dit ça, un écart calorique peut être régulé le lendemain. Alors, c'est vraiment une question super intéressante. Souvent, j'entends dire que si on fait un écart la veille, le lendemain, à ce moment-là, j'augmente de 30 minutes mon cardio, je change ma diète, j'enlève tous les glucides et je vais rattraper l'écart de la veille. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous expliquer une chose. Pour créer du tissu adipeux suite à un surplus calorique, il vous faut 72 heures avant de voir le premier gramme de graisse apparaître. D'accord? Donc en fait, le processus est tout simple. C'est que si dès le lendemain, en fait, vous limitez vos calories, vous n'allez pas être dans le même processus de fabrication et de destruction des cellules graisseuses. Donc rien à voir. Si votre alimentation, elle est régulée, si votre alimentation, elle est clean le reste du temps et que vous êtes contrôlé là-dessus, le seul, on va dire, symptôme négatif que vous pourrez avoir le lendemain, c'est surtout de la rétention d'eau, d'accord? Et non pas de la prise de masse graisseuse dès le lendemain ou pendant la nuit. Voilà, donc, est-ce qu'on peut le rattraper? Oui et non, c'est-à-dire que de base, non, ça ne sert à rien de de changer votre diététique. Et en même temps, oui, parce que le fait de reprendre votre diététique va forcément, surtout si vous avez un apport calorique qui est un peu moins important et lissé sur la semaine, ça va forcément tendre à redescendre votre poids ou à redescendre le fameux écart que vous venez de faire. Et tout dépend de celui-ci également. En fait, ce qu'il se passe souvent, c'est que si vous prenez 1 kg le lendemain de votre écart, par exemple, ou 2 jours après, vous allez le réguler sur les 3-4 jours qui suivent votre écart en reprenant votre diététique parce que vous allez tout simplement éliminer l'eau que vous avez accumulée. Voilà. C'est pour cela d'ailleurs que je dis même à mes suivis, lorsqu'ils ont droit à un écart, de ne me faire leur bilan qu'au minimum 3 jours après. Je ne parle pas des athlètes, je parle vraiment des personnes lambda parce qu'on va au moins éliminer le surplus au niveau de la balance par justement cette élimination de l'eau dans les jours qui suivent l'écart. Voilà pour l'explication. Nous avons Fabrice qui nous dit « Bonjour, un morceau de fromage par semaine, point d'interrogation, est-ce possible? Merci. » Alors, je suis un peu, on va dire, contre certains produits laitiers, par exemple le lait ou ces choses-là. Je n'en donne jamais pour la simple et bonne raison que ce n'est pas forcément utile. Voilà, le lactose en général n'est pas bien digéré et ça reste un sucre, d'accord?
Donc je ne suis pas pour. En revanche, dans le fromage, il peut y avoir des propriétés vraiment très intéressantes. Donc pourquoi pas à partir du moment où la diète autour de ça est adaptée, à partir du moment où ce n'est pas, où on n'en abuse pas tout simplement. C'est comme toute chose dans la vie, si vous n'en abusez pas, vous ne risquez pas grand-chose. Donc pourquoi pas à partir du moment où la diète autour de ce fameux bout de fromage, elle est cadrée. Voilà. Ne cherchez pas à supprimer vraiment tous les aliments de votre alimentation. C'est vraiment une question d'équilibre. Encore une fois, hein, je précise, excusez-moi une dernière fois, mais on ne parle pas de compétition et d'athlète. Je vous parle vraiment là de diététique sur le commun des mortels, sur la personne qui cherche juste, par exemple, à obtenir un physique sans pousser son corps à l'extrême en compétition, puisque ce ne seraient pas les mêmes réponses. Alors, on a Lucas aussi. Est-ce que tu peux dépasser tes calories quand tu fais un cheat sans impacter la shape pendant une semaine? Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, est-ce que tu peux dépasser les calories quand tu fais un cheat sans impacter la shape pendant une semaine? Ok. En gros, il est en train de nous demander si on peut, en ayant un apport calorique moindre la semaine, faire le cheat pour arriver à lisser en fait, son apport calorique sur la semaine. En théorie, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Je dis bien en théorie, parce qu'en pratique, vous voyez, même moi, je ne calcule jamais les calories. Les calories, en fait, sont on va dire, une donnée mathématique qui n'est pas valable. Pour la simple et bonne raison qu'on ne sait absolument jamais combien nous consommons de calories par jour, combien nous en assimilons, oui, on assimilons, assimi-court, assimilons, assimi-court, assimilons. Combien nous en assimilons réellement durant la journée. Tout va dépendre de votre digestion, tout va dépendre de votre rythme de vie, enfin bref, beaucoup de choses. Donc, ça ne sert à rien, enfin, pour moi, déjà, je ne calcule pas les calories, c'est complètement inutile pour moi, bien évidemment, je parle juste pour moi, encore une fois. Et comme je le dis toujours, il n'y a pas de vraie vérité. Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est juste voilà, d'avoir une diète plutôt préétablie, plutôt sérieuse, et de reprendre en fait le cours de sa vie et de sa semaine. Mais pas besoin de commencer à faire des calculs scientifiques à la calorie près pour essayer de... En fait, je pense que ça, c'est un système qui cherche principalement, qui vous aide à ne pas culpabiliser. C'est plus ça le principe, c'est-à-dire de vous dire que, ah ben voilà, durant ma semaine, je me suis un peu privé, je me suis limité, j'ai descendu mes calories, c'est bon, ce week-end, je peux mettre 1500 calories de plus sur un repas. Et du coup, en fait, vous allez vous sentir mieux psychologiquement de vous dire « Ah, j'ai le droit à ces 1500 calories-là ». Mais oui, mais ça reste 1500 calories. Si vous faites un cheat meal qui n'est pas de bonne qualité, ça reste 1500 calories, en fait, de surplus, mais de calories vides qui ne servent pas à grand-chose. Donc, 1500 calories de salade verte et 1500 calories de calories vides, de frites cuites à l'huile, de McDo, de ce que vous voulez, même si c'est le même nombre de calories, ça n'aura absolument pas du tout le même impact sur votre physique et votre santé. Voilà. Alors, il est préférable de faire un cheat meal sucré ou salé? Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous avez toujours, en fait, dans l'écart, les personnes qui vont préférer la partie sucrée et d'autres personnes qui vont préférer la partie salée. Je fais partie des personnes qui préfèrent la partie salée. Pourquoi? D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ce que je dis à beaucoup d'élèves, y compris à ma propre femme, que si vous voulez, le cheat meal pour moi se doit d'être en priorité salé. Je m'explique. Lorsque vous faites un repas, qu'il soit cuisiné, lorsque vous faites, je ne sais pas, même ça peut être des burgers, ce que vous voulez, il vaut mieux assimiler ce genre de calories plutôt que de faire un excès en sucre. Pourquoi? L'excès en sucre, on dit toujours que le sucre appelle le sucre. Psychologiquement, si déjà la semaine vous essayez de vous détacher en fait de ce sucre, hein, de cette addiction au sucre, si vous faites un cheat meal justement où vous allez vous gaver de sucreries, vous allez tôt ou tard en fait réveiller en vous cette envie sucrée. Il suffit d'un moment, et là on parle par exemple de TCA, il suffit d'un moment où vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous avez peut-être des soucis, qu'ils soient familiaux, d'argent, ce que vous voulez. Vous allez susciter et réveiller cette envie d'aller vers du sucré. Et cette envie, c'est pire qu'une drogue, c'est pire que de la cocaïne et compagnie,
c'est vraiment quelque chose qui peut revenir très facilement, surtout que le cerveau n'est pas bête et sait que c'est facile d'accès. Il vous suffit juste, par exemple, d'ouvrir un tiroir, un placard et vous y avez accès. D'accord? Par contre, le cheat meal salé, en général, vous allez vraiment miser sur quelque chose de qualitatif. Vous allez chercher les saveurs, vous allez chercher plein de choses comme ça, mais qui ne vont pas réveiller en vous cet appel au sucre. Voilà. Et ça, j'ai pu le constater, je vous assure, depuis les centaines et même maintenant le millier que j'ai dépassé de personnes que je peux suivre, je l'ai constaté quasiment à 99,9% des cas. Donc je ne vous parle pas de théorie, parce qu'on va me dire après, oui, mais la théorie dit que le sucre n'est pas si addictif que ça. Non, je ne vous parle pas de théorie, je parle vraiment de pratique sur le terrain et je vous assure que de vous sevrer du sucre au maximum vous évitera derrière d'avoir des pulsions et de refaire des craquages, d'accord? Donc c'est vraiment le conseil que je peux donner. Privilégiez à la limite un cheat meal plutôt salé. Évitez les gros desserts et compagnie. Si vous voulez vous faire plaisir avec une petite sucrerie, à la limite faites-vous une petite part de dessert. Mais ne misez pas vraiment sur un écart purement à base de sucre, purement industriel, ou même si c'est maison, la quantité de sucre engendré forcément aura un impact, peut-être même pas dans la semaine qui va venir, mais dans les mois qui vont suivre. Voilà. Alors ensuite, nous avons les écarts par rapport, donc là on a Morgane Henry qui nous dit les écarts par rapport au cycle hormonal féminin, est-ce que l'on s'adapte? Alors là, ça serait vraiment rentrer dans un côté scientifique et mathématicien, Jimmy Neutron. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. Ne commencez pas à calculer un cheat meal par rapport à votre cycle, etc., etc. On sait que chez une femme, de toute façon, vous avez tendance à prendre entre 1, ça peut aller jusqu'à plus de 5 kilos hein, chez certaines personnes, mais allez, on va dire sur une moyenne entre 1 et 3 kilos, par exemple la semaine qui précède vos règles, ou même la semaine pendant que vous êtes en pleine menstruation. Donc, déjà, vous prenez du poids. Pourquoi? Parce que vous faites de la rétention d'eau. Mais ne commencez pas à vous triturer l'esprit, à dire est-ce que si je rajoute un écart pendant cette période, ça va empirer mon poids, etc., etc. Puisque de toute façon, tout se régule. La preuve, je le dis à mes élèves, lorsque les femmes sont dans leur période de prémenstruation, excusez-moi, ou même en période, vraiment en pleine période de règles, la plupart du temps, elles m'ont pris du poids, donc je ne change même pas la diététique et je dis que tu me refais un bilan quelques jours plus tard. Et on remarque que sans changer la diététique, de toute façon, le poids retombe puisque l'eau, justement, s'en va du corps. Voilà. Donc, ne vous prenez pas la tête si vous avez décidé de faire un cheat meal, si celui-ci est prévu, eh bien vous le faites et vous ne commencez pas à réfléchir à des paramètres pseudo-scientifiques et vous compliquer la vie parce que vous allez vous rajouter un stress inutile et vous n'allez même pas apprécier votre écart. Ensuite, quel comportement as-tu sur l'alcool pour un écart? De Nico. Alors, quel comportement par rapport à l'alcool? Quand je préconise de faire un écart ou un cheat meal, par contre, je vous le dis honnêtement, l'alcool, ne le faites pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre aussi. Moi, je suis le premier à le faire aussi. Hein, lorsqu'on est à Noël, au jour de l'an, vous voulez boire un verre, une coupe de champagne, allez-y, il n'y a pas de souci. Par contre, ne me faites pas le coup de l'alcool tous les week-ends. Dites-vous par contre une chose, c'est que autant le cheat meal, s'il est géré intelligemment, même s'il n'est pas forcément utile, je parle pour les personnes lambda, ça ne va pas vous empêcher de progresser. Par contre, l'alcool a vraiment un impact fort sur votre progression. Tout ce que vous allez avoir fait pendant votre semaine peut vite se retrouver gâché, et même pour la semaine à venir. L'alcool, à savoir que lorsque vous buvez de l'alcool, celui-ci se transforme en sucre dans votre organisme, d'accord? Il est filtré par le foie. Donc forcément, on en revient au débat de tout à l'heure où je vous disais justement que on fait vraiment un pic de sucre. On appelle encore une fois à quelque chose à une addiction. Vous voyez? Donc cette addiction va revenir, et je vous assure que de faire vraiment des pics comme ça de glycémie, ce n'est vraiment pas bon pour l'organisme, donc ce n'est pas bon non plus pour votre physique, bien évidemment. Donc à éviter. Un petit verre de temps en temps ne fait pas de mal. On a même pu voir dans certaines études que le vin rouge et certains vins avaient des propriétés thérapeutiques. Voilà, donc
Un petit verre de temps en temps, oui, par contre, n'en abusez pas non plus. Et essayez d'éviter un maximum, d'accord? Donc, on va finir avec quelques questions encore. Donc, peut-on éliminer la rétention d'eau suite à un écart? C'est exactement ce que j'ai pu expliquer avant, je ne vais pas revenir dessus. Effectivement, il suffit juste d'attendre, de reprendre sa diète et dans les 3-4 jours qui suivent votre écart, si vous avez bien repris une diète normale et avec un mode de vie sain et une hygiène de vie, automatiquement, votre surplus en rétention d'eau va s'écouler et va partir tout seul. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Y a-t-il une différence entre alcool fort et alcool soft? Ça, les gars, c'est de la question d'alcoolique, ça. Ça, je vous le dis. Alors, l'impact entre de l'alcool fort et de l'alcool soft, mais c'est le même. À partir du moment où vous consommez une certaine quantité d'alcool, quel qu'il soit, l'impact est toujours présent. Voilà, c'est comme me dire, est-ce que tu penses qu'il y a une différence en termes de glucides entre les pommes de terre et le riz? Bah, à partir du moment où vous consommez le même taux de glucides, qu'ils soient en pommes de terre ou en riz, ça reste la même chose. Et ben, c'est exactement le même processus. Donc, oui, quel que soit l'alcool, soft ou pas, surtout que la plupart du temps, les alcools entre guillemets soft ou même forts sont faits en mix, mélangés, et ce qui cause une grosse montée justement du sucre, c'est d'une part l'alcool, mais en plus des mélanges et des sodas qu'on peut inclure dedans, par exemple, pour faire des cocktails. Voilà, donc ça rajoute encore quelque chose supplémentaire. Donc, comme je l'ai dit, hein, à éviter un maximum. Et parce que je me fais vieux, dis donc. Alors, mon enfant, on va lire la suite. Alors, combien par mois pour une prise de masse? Avantages, inconvénients, comment limiter la casse? Ah, voilà. Alors, je les remets là. Ça fait un peu plus Jones. Combien par mois, alors combien de cheat meal faire par mois pour une prise de masse, avantages, inconvénients et comment limiter la casse? Donc, pendant une prise de masse, en fait, c'est propre à chacun parce qu'une prise de masse ne veut pas dire une prise de gras. Donc, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, ça peut être... Ça dépend en fait, ça dépend des gens, ça dépend de votre style de vie, ça dépend de votre objectif. Voilà, encore une fois. Les avantages... Avantage, en fait, d'un cheat meal, ça va être juste le côté sociable, le fait de pouvoir manger avec vos amis, avec peut-être votre famille, de partager un bon repas, de kiffer votre life à manger quelque chose de bon, voilà, parce qu'on reste humain. Donc voilà, les avantages sont là, c'est vraiment pour se faire plaisir, tout simplement. Il n'y a pas d'avantage à proprement parler par rapport à la musculation. J'ai fait une vidéo là-dessus, il n'y a strictement aucun avantage là-dessus. Après, les inconvénients, bah, c'est tout ce qui peut arriver derrière. C'est-à-dire que si on ne reprend pas une diététique stricte, entre guillemets, hein, mais du moins cadrée, en fait, bah forcément, vous allez accumuler des cellules graisseuses, vous allez ralentir votre performance à la salle, etc. etc. Donc, c'est pour ça à faire, mais avec parcimonie. Et puis alors, pour les athlètes, hein, je parle vraiment là par contre du haut niveau, clairement, c'est à proscrire de partout. Parce qu'on cherche la qualité musculaire, on cherche la sèche extrême, et ça se joue dans les détails, même en période de prise de masse. Voilà, pour les informations. Et enfin, on finit par la dernière question. Donc, quoi manger le lendemain d'un cheat meal quand tu ne dois pas cheater? Alors, quoi manger? Ah, d'accord, ok. Je comprends la question. En gros, le cheat meal n'était pas prévu. Qu'est-ce que je dois manger le lendemain? Bah, encore une fois, on revient au même point, c'est-à-dire juste reprendre sa diète. Voilà. Si effectivement, on est quelqu'un qui cherche la compétition, qu'on cherche vraiment à avoir le maximum vis-à-vis de son physique, le maximum de résultats et de performances, il se peut que moi, je prépare le terrain pour un athlète qui doit faire un écart. Donc, par exemple, descendre un peu ses glucides à telle ou telle période, les réaugmenter, jouer avec pour qu'il puisse faire son écart et que ça n'ait vraiment pas d'impact, d'accord? Puisque de temps en temps, l'athlète a aussi besoin de libérer, on va dire, le stress psychologique qu'il peut avoir. Par contre, et ça reste rare, tout ça est travaillé.
Mais pour quelqu'un, encore une fois, qui ne fait pas de compétition et de haut niveau, juste reprenez votre diététique, voilà. Si vous avez votre cardio à faire, si vous avez votre entraînement à faire, tout va se réguler. Et cela peut arriver très souvent aussi, si vous n'arrivez pas à réguler votre perte de poids après un écart, donc par rapport à la rétention d'eau, et que vous voyez du coup que 3 jours après, en fait, vous avez tendance à prendre du poids et que ça continue, peut-être aussi que vous avez un souci, mais ça vous l'aurez vu peut-être auparavant, mais peut-être que vous avez des soucis hormonaux qui font que vous prenez du poids facilement parce que vous avez un taux de T3, T4 libre qui est plutôt bas, vous avez une fonction au niveau de la thyroïde qui a tendance à être feignante. Donc voilà, ça c'est des points aussi à vérifier lorsque vous êtes suivi. Sur ce, avec les questions qui nous ont pris un peu de temps, je vais vous proposer maintenant de me suivre en cuisine pour que je vous montre moi, mes cheat meals, ma façon de voir les choses. Je pense vous ouvrir l'appétit avec ce que je vais vous montrer et je vais vous montrer qu'on peut aussi faire un écart de façon un peu plus saine, mais surtout que vous ayez quelque chose de mamma mia, exquis en las bochas. Ça veut dire exquis dans la bouche. Donc, on y va, go, c'est parti. On se retrouve du coup in the kitchen. Ok, ça veut dire dans la cuisine. Je vais vous montrer du coup, alors, pour vous dire vraiment, ça c'est le repas de ce soir, le cheat meal du week-end, entre guillemets, le cheat meal hors saison, puisque moi, je suis un athlète qui, en période de préparation, ne fait pas d'écart, d'accord? À part si vraiment c'est préconisé. Mais en aucun cas, je ne fais d'écart. Alors, on se rapproche, on se rapproche. Je vais vous montrer. Vous voyez la bête. Je l'ai sortie 3 heures avant du frigo. Il faut qu'elle soit à température ambiante. Mais maintenant, vous ne savez pas encore ce que c'est. Mystère et boule de gomme. Alors, je vais vous montrer ça. Par contre, je vous préviens tout de suite. Hein. Désolé les véganes, c'est pas pour vous ça. Là, c'est censure. Là, c'est ok. Interdit aux moins de 18 ans. Interdit aux véganes. Hein. Bien sûr, ça reste de l'humour. Chacun fait ce qu'il veut. Et voilà la bête. Alors vous voyez, là vous avez affaire au cheat meal préféré de Florent d'Horizon, alias Iron Shark. Donc c'est quoi? C'est une côte de bœuf maturée. Côte de bœuf maturée en fait depuis 4 mois maintenant. Donc ils m'ont scié en fait, vous savez, le dessus qui a été moisi et attaqué. Et ensuite on se retrouve avec une viande à l'intérieur qui est hyper moelleuse et où le gras se met vraiment dans la viande. Voilà. Donc ça c'est une viande vraiment fabuleuse. Hein. Donc normalement, ce genre de viande on l'a fait au barbecue. On aura bien compris que là c'est pas vraiment la période des barbecues. Et parce que oui, pour ceux qui regardent la vidéo, nous filmons en plein hiver, nous sommes, enfin non, pas en hiver encore, nous sommes encore à l'automne. Et du coup, je vais faire cuire cette viande à la poêle. Alors attention, je vais la cuire façon cheat meal, hein, on est d'accord. Je ne vais pas massacrer cette viande parce que, ah ben non, faut pas la cuire avec du gras, c'est mauvais pour la santé. On est d'accord, je l'ai déjà dit. Je vais la cuire dans du beurre. Oh mon Dieu, du beurre. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol! Mais si vous voulez, une viande comme ça, je ne peux pas la gâcher. On va jouer le jeu à fond. Je préfère manger une viande, une côte de bœuf maturée comme ça, qui vient en plus d'une boucherie locale, avec des bêtes qui viennent vraiment de la région, et cuit dans du beurre, que d'aller bouffer un tas de lipides merdiques à McDonald's avec des frites dégueulasses et compagnie. Vous voyez? C'est ça que je veux vous dire. C'est que là, vous avez un vrai intérêt gustatif. Et en termes de santé, bah, bien sûr, le beurre qui va chauffer dans cette poêle n'est pas bon pour l'organisme. On est d'accord. Mais par contre, si ça reste une fois de temps en temps, et vu le morceau de viande que l'on a à se mettre dans le cornet, je peux vous assurer que c'est vraiment un bon écart à faire. Voilà. On va accompagner ça tout simplement de petites pommes de terre à la vapeur. Hein, pas besoin de mettre des frites dans une friteuse et compagnie. Si vous souhaitez faire des frites, bah, vous pouvez les faire par exemple avec un air fry et compagnie. Vous voyez, Tefal fait ça, etc. Donc vous coupez vos pommes de terre vous-même, vous les mettez dans cet appareil qui les cuit sans huile, voilà, sans avoir besoin d'en faire de la friture. Et on va accompagner également tout cela d'une petite salade avec sa sauce balsamique. Voilà, donc fini de faire maïté. Oh plein, et on va se mettre au fourneau.
Je vous dis à tout de suite pour la cuisson. Bon, alors on se retrouve. Là, je viens de cuire du coup à peu près 2-3 minutes par face dans une poêle avec un petit fond de beurre, hein, du demi-sel. Donc regardez, la côte de bœuf. Juste fait saisir, ça donne vraiment le croustillant et on va dire cette texture-là. Maintenant, opération suivante, je l'ai mise dans un plat qui va au four. Je la mets un petit peu au four. Ensuite, une fois que la cuisson est finie, donc très tranquillement au four, hein, je vais voir au niveau du timing, je ressors la côte de bœuf et je vais la mettre dans un papier d'alu avec la fleur de sel. Donc on enfourne, c'est parti, mon kiki. Envie de me brûler. Et maintenant un peu, et on vous dit à tout à l'heure. Là les amis, du coup, fleur de sel, voilà. Dans une feuille de papier d'alu, on met bien la fleur de sel. Là, on n'hésite pas. Pas mal. Oh non, je vais la faire. Voilà. On a bien salé. On referme. Voilà, donc, je répète un petit peu le... Je vais en mettre une par-dessus. Voilà. Alors, je répète un petit peu le processus, tout simple. On fait revenir dans une poêle, 3 minutes de chaque côté, 2-3 minutes sauf feeling, hein, juste pour faire gratiner un petit peu le dessus. Ensuite, dans le four, d'accord? Je l'ai mis à peu près à 200 degrés, on l'a laissé à peu près 10 minutes parce que on cherche à manger une viande bleue. Moi j'adore bleu, donc vraiment juste qu'il y ait la croûte de cuite au-dessus et terminé. Le reste cru à l'intérieur. Et une fois qu'on l'a cuit au four, donc c'est juste pour que, ce n'est pas pour cuire à l'intérieur, hein, mais c'est pour que ça prenne une bonne température donc à l'intérieur de la viande. On met dans un papier d'alu avec de la fleur de sel. Et là, on laisse reposer voilà, sur un maximum de 20 minutes. Mais nous, on va attendre 10 minutes et ça va être bon. Voilà les petits conseils. Allez, on se retrouve à table. Donc voilà les amis, le fameux cheat meal. Donc moi, on va se quitter sur cette belle image de viande rouge et magnifiquement cuite. Oui, je sais, je suis trop fort. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, il y a des vidéos d'un nouveau format qui vont arriver. On va faire plein de choses, des épisodes, etc. Sur la préparation de mes athlètes, sur des questions, des réponses que vous avez en général. Beaucoup de contenu à venir. Donc encore un grand merci à vous de me suivre. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je compte sur vous aussi pour laisser vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des idées d'écart comme ça qui peuvent vous venir à l'esprit. Ça peut être sympa de partager ça auprès de tout le monde. Donc encore un grand merci. Je rappelle que quand j'ai fait ma petite blague sur les véganes, c'est vraiment de l'humour. Ne prenez pas ça au sérieux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Le plus important, c'est de le faire avec respect. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Souhaitez-nous un très bon appétit. Et je vous souhaite également un très bon appétit aussi. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas vraiment à partager et à vous abonner. C'est comme ça que vous me donnerez de la force. Merci à vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les requins.